Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité. Vos chansons, mais aussi vos paroles, sont à l'origine de plusieurs millions de disques vendus. Vous avez été une pionnière de la télé-réalité. Donc, vous avez aujourd'hui décidé de montrer une autre image, sans doute la vraie, celle d'une femme de bonne tenue et plus en tenue d'Ève. Bonjour Evangélie. Très bien dit, bonjour, vous allez bien? Très bien, puisque vous êtes à ce micro pour évoquer votre nouvel album dont on va parler dans quelques instants. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Alors on y va, la première date c'est le 28 août 1999, c'est à Bandol et c'est Graines de Star Tour avec notamment cette chanson. Bohemian Rhapsody des Queen, une chanson mélangeant le rock et l'opéra. Et au départ, le groupe avait décidé de ne pas l'enregistrer. Il y avait juste une étiquette marquée le truc de Fred, Freddie Mercury. Wow, le truc de Fred, énorme Oui. ça. 15 millions de disques vendus. Ah ben non, il y a un sacré truc Fred, hein. Je veux bien le même. Hein. Alors, vous, c'est une chanson qui vous a porté bonheur, Evangélie. Ah oui, alors déjà ma maman a toujours été très fan de Queen. J'étais réveillée tous les matins avant d'aller à l'école par Freddie Mercury ou Queen, Oui. ou les deux, hein, ça pouvait s'enchaîner. Et elle m'a porté bonheur en effet. J'avais oublié que c'était le 28 août, donc merci. Je savais que c'était en 99, vaguement l'été. Et c'était un très beau concert, ouais. Ah, c'était à Bandol. Graines de Star Tour, c'était pas le Graines de Star habituel, je crois. Alors non, parce que c'était pas celui présenté par Laurent Boyer, Oui. c'était en fait les jumeaux à l'époque qui s'appelaient, si je ne m'abuse, Yves et... Yves Noël. Bravo, Voilà. Yves Noël. Et donc c'était à l'applaudimètre qu'on était élus. Et avant ça, il fallait passer tous les castings en province. Donc c'était un parcours du combattant, vraiment. Et pour aller à Bandol, je crois que vous avez fait 3 heures de moto au milieu des embouteillages sur l'autoroute. Et oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une petite 125. Oui. Donc j'avais un peu peur si on montait pas à plus de 100, 110. Et on pouvait même pas doubler les camions, quoi. Voilà, et ça a été... Mais vous êtes arrivé là, et vous vous êtes présenté, Evangélie, sous le nom de Eve Adams. Eh oui, parce que Eve, c'est mon deuxième prénom. Par contre, Adams, c'est parce que j'étais fan de la famille Adams Oui. et très gothique à l'époque. Voilà. Et il se trouve que cette famille Adams, en fait, elle est inspirée des illustrations de Charles Adams, je ne sais pas si vous le savez, un maître de l'humour noir qui a créé cette famille en 1937 aux États-Unis et qui lui-même avait vécu des scènes proches de la famille Adams. Oh, donc il devait Et être un peu de la haute bourgeoisie, non? Un peu... Ou même pas, c'était un Américain pas tranquille à mon avis. Alors, la chanson, finalement, vous en avez toujours rêvé. Ah oui, ben j'étais à peine, on va dire, sortie du ventre de ma mère, je savais même pas parler, que déjà je fredonnais, c'était assez magique. On dirait que je suis née avec la musique en tête. En fait. Qu'est-ce que vous fredonniez à l'époque ? Ouf, je sais que je voulais faire l'école des fans, je devais à peine avoir 4 ans, bon là je parlais quand même pour m'exprimer, je disais je vais y aller. Je chantais notamment, mais ça c'était un peu plus tard, je me souviens de Mylène Farmer, Pourvu qu'elle soit douce. Tout à fait. Et il y avait, à l'époque, vous appelez Vanessa Garcin. Oui, ça c'est mon vrai nom, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Toujours votre nom. Ouais. Et Ève, je crois que ça vient de Ève Ruggieri. Et en fait, je devais m'appeler Ève en premier prénom. Et ma maman, au dernier moment, a dit non, il y en a assez, on entend trop Ève Ruggieri partout, c'est plus original. Et il voulait de l'original. Il n'y avait pas encore Vanessa Paradis à l'époque. Exactement. Et Angélie, je crois que c'est votre grand-mère italienne. Alors exactement, oui, c'est vrai que j'ai l'origine italienne du côté de ma maman et de sa maman, donc ma grand-mère. Alors, il se trouve que dans votre famille, bon, il n'y avait pas beaucoup de musiciens. Je crois qu'il y avait un grand-père violoniste, c'est à peu près tout. Bravo, ah ouais, vous avez bien. Alors là, vous avez bien cherché. Hein. C'est d'ailleurs mon grand-père que je n'ai pas connu, le papa de mon papa. Et je pense que c'est peut-être lui qui m'a donné ce virus musical. Mais finalement, personne d'autre ne chantait dans la famille. Alors, pas vraiment, sauf que ma grand-mère adorait Tino Rossi. Elle chantait Rossignol, Rossignol de mes amours. Et c'était quand même joli, mais elle était timide, donc elle n'en a jamais fait un atout. Alors, Evangélie, vous avez grandi à Sète, qui est la ville natale de Georges Brassens, mais aussi de Jean Vilar, on l'a un peu oublié. Et c'est curieux parce que le fondateur du Festival d'Avignon a utilisé les armes et la technique des bateaux sur la rivière pour bâtir les bases du Festival d'Avignon. Ah, je savais pas Eh ça. oui, le Festival d'Avignon est né à Sète indirectement. Ah, c'est énorme. Il y a aussi Paul Valéry, hein, qui est originaire de Sète. Bien sûr, c'est autre chose. Ah oui. Alors, vos premiers pas dans la chanson, je crois que ce sont les karaokés. Ah oui, à Marseille, avec une amie à moi, en fait, on allait dans les petits karaokés. Et très souvent, quand j'avais pas le moral, il fallait que j'aille chanter au karaoké. Et vos parents vous emmenaient partout aussi dans les concours de chant. Il y avait des concours de chant. Alors ça, j'aimais moins parce que j'ai toujours eu du mal avec l'esprit de compétition. Mais quand on est jeune et qu'on n'a pas l'occasion de chanter, c'est vrai que les concours de chant sont vraiment quelque chose de magique parce qu'on a une belle scène, on a du public.
Après, il faut savoir passer outre le résultat, le classement. Voilà. Mais vous aviez envie de faire ces concours ou ce sont vos parents qui vous y contraignaient? Ah non, c'était moi, mais toujours avec ce petit travers de vouloir gagner. Et quand je finissais en général deuxième, je finissais jamais première. Du coup, c'était horrible. Donc, j'y retournais toujours, mais toujours avec cette niaque et cette envie d'être première. Alors, finalement, vous vous découragez un petit peu au fil des mois. Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Ah, mais carrément, hein. J'étais en fait très jeune et pourtant j'avais l'impression que tout était long, que tout était dur et que j'y arriverais jamais. Et à l'époque, vous songez à devenir, je crois, hôtesse de l'air. Alors oui, ça je m'étais dit, il me faut un plan B. Si jamais la musique marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que j'aimais les voyages, j'aimais le tourisme. Alors finalement, Graines de Star, je crois que vous y êtes passé 7 fois. D'après les statistiques qui sont parues. Ah quand même, tant 7 que ça. fois. Avec Laurent Boyer du coup. Bien sûr. Waouh, j'avais pas compté, mais c'est déjà pas mal. Et finalement, je crois qu'un producteur vous a repéré. Ah oui, c'est Philippe Poustis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a repéré dans Graines de Star, il vous a proposé de faire quelque chose? Alors en fait, au départ, il m'avait repéré à l'ancienne, comme on dit, en ayant envoyé tout simplement mon CD de démo par la poste, avec mes propres chansons. C'est vraiment à l'ancienne, ça, on fait plus ça aujourd'hui. Non, j'avais entendu une annonce en fait sur une grosse radio musicale et du coup il avait craqué sur moi. Mais c'est quand j'ai fait Graines de Star Tour où il a vu que le public aussi craquait pour moi et c'est là qu'il s'est dit il faut vraiment que je mise sur elle et que je porte le bébé le plus haut que je peux. Et là ça a été un déclic. Et ça a été la première chanson. Avant de partir, qui est une chanson très triste finalement, parce que le thème c'est la mort. Et mais oui, mais bravo, parce que la plupart des gens croient que c'est une chanson d'amour, et en fait c'est une chanson d'amour mais tragique, puisque la fille en question est décédée. Et elle lui dit, laisse-moi un peu de toi avant de partir, c'est-à-dire avant qu'elle rejoigne l'au-delà, quoi. Vous étiez obsédé déjà jeune par la mort, c'est très curieux. Toujours, hein, mais très très jeune. Hein. Même avant l'adolescence, on dit souvent que c'est à l'adolescence qu'on a un déclic à ce niveau-là. Moi, je l'ai toujours eu. Je me disais, la vie peut être courte et la mort me faisait peur, en fait. Et finalement, ça s'est bien terminé puisque vous êtes toujours là aujourd'hui. Je du bois, hein. Absolument. Et Évangélie, je crois qu'ensuite, vous avez fait toutes les télés possibles et imaginables. Et Hit Machine, justement, avec Yves, Noël et Hervé, son frère, où vous êtes passé pratiquement, pas toutes les semaines, mais presque. Ah oui, avec Charlie et Lulu aussi. Avec Charlie et Lulu ensuite. Ah oui, parce que Charlie et Lulu, c'est vrai que c'est surtout eux qui m'ont marqué parce que j'ai été souvent invitée, puis qu'est-ce qu'ils sont bienveillants, qu'est-ce qu'ils sont gentils, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça manque les personnes comme ça à la télé. Je crois que vous avez raison de ce côté-là. Alors, ça change votre vie bien sûr, je crois que vous vendez 800 000 exemplaires, ça change tout, là vous commencez à y croire. Ah ben, disons que c'est le premier single quand même, et c'est vrai que je n'en reviens pas de me dire ça y est, quoi. Non seulement il est dans les bacs, il a un super airplay à la radio. Le clip cartonne aussi en airplay et forcément, il a plu. Enfin, forcément. C'est pas parce qu'on passe à la radio, à la télé qu'on plaît au public. Mais là, il se trouve que j'ai été exposée et le public a aimé. Donc, Et le public a répondu présent quand vous chantiez « Aime-moi ». Aime-moi, même si je t'oublie, apprends-moi à aimer la vie. Aime-moi, sans rien en retour, apprends-moi. Toute une génération a dansé sur cette chanson. Hein. Disons que c'est le titre de l'album en plus, Aime-moi, et c'est vrai que ça reflétait vraiment la personne que j'étais depuis toute petite. C'est la vie est courte, mais j'ai envie d'être sur terre pour aimer les gens et être aimé en retour. Ouais. Voilà, c'est un double disque d'or, je crois. Et oui, plus de 200 000 exemplaires. Ce qui aujourd'hui ferait rêver plus d'un producteur. C'est rare, ouais, aujourd'hui. Il faut dire aussi que vous avez une crainte à cette époque, Évangélie, c'est que tout s'arrête du jour au lendemain. Mais comme la vie en fait. Hein. C'est-à-dire que ma crainte de la fin, elle est vraiment dans tous les domaines, que ce soit en amour, que ce soit juste la vie. Et en musique, le succès, on sait que ça ne dure pas. Donc d'autant plus, j'ai fait un métier qui était pile en train de raviver mes peurs. Alors, il y a eu des succès pendant 3 ans et il y a eu un best-of avec cette chanson. J'ai une chanson dans le cœur, une mélodie aux couleurs de l'Italie. Un sentiment de bonheur, la felicità. Alors,
ça, c'est l'inédit de ce best-of, parce que un best-of au bout de trois disques, c'est pas si courant. Alors, je trouvais ça prématuré moi-même, mais comme en fait, entre-temps, j'avais fait la grande émission très, très, très médiatisée sur TF1. Oui, on va en parler. La ferme. Voilà, on va en parler. Non, la ferme. C'était pas voulu. Et du coup, ils ont voulu, les producteurs, marquer le coup et dire, rappelez-vous, Ève, c'est aussi une chanteuse. Voilà ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que c'était tôt quand même. Un Ouais, c'était best-of. tôt. Enfin, cette chanson Felicita, je ne sais pas si vous le savez, c'est un succès de Romina Power, la fille de Tyrone Power. Albano et Romina Power, Voilà. exact. Elle avait quitté les États-Unis quand ses parents ont divorcé. Elle a rencontré Albano qu'elle a épousé en Italie. Ah. Et Albano a intenté un procès à Michael Jackson parce que Will You Be There est un plagiat de Il Signi di Balasca. Oh, énorme. Alors, il y a eu 7 années au tribunal. Il a gagné en première instance, il a perdu en appel, et on ne sait pas comment. Et il avait gagné des millions et des millions que Michael Jackson a gardé ensuite. Ah, ça, je savais pas du tout. Alors, ces chansons italiennes, ça vous touche aussi, ça vous plaît? Ah oui, moi, tout ce qui est en fait originaire d'Italie, je trouve déjà que la langue italienne est mélodieuse, ne serait-ce que juste en parlant. Donc en chantant à l'opéra, c'est pas pour rien que ça sonne super bien en italien. J'adore, quoi, que ce soit, je sais pas, Marco Masini, que ce soit même Eros Ramazzotti, hein, sans aller chercher, j'adore. Alors, il se trouve que Albano et Romina Power ont eu 4 enfants, et l'une des filles, Christelle, a un point commun avec vous, un point dont on va parler avec une autre date, le 10 avril 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Evangélie. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, mon invité Evangélie, nous parlons tout à l'heure de ce nouvel album, ce retour et ce concert du 15 avril à Paris, qui marque votre retour dans la capitale, le 10 avril 2004. Alors pourquoi je vous ai parlé de Christelle, l'une des filles de Albano et de Romina Power, c'est qu'elle a fait la Fattoria en Italie, c'était l'équivalent de la ferme célébrité. Non, Si. je savais même pas qu'il y en avait eu dans d'autres pays que la Eh oui. France. Eh ben, il y en a partout, et la Fattoria a été une émission très célèbre en Italie, et vous, le 10 avril 2004, vous êtes dans cette ferme célébrité. Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Et elle, c'est en quelle année? Les 5 étoiles sont Je n'ai sûres. pas l'année, c'était bien avant, c'était en Italie, donc c'était bien avant vous. Mais il se trouve que la ferme célébrité, une émission célèbre, vous en êtes finalement l'une des pionnières, car vous avez participé, Evangélie, à la première édition. Et oui, alors c'est bien qu'enfin quelqu'un reconnaisse, parce que j'ai souvent été, sans m'envoyer de fleurs, précoce, enfin on va dire en tout cas pionnière, c'est vraiment le mot. Je cherche même l'autre mot qui est synonyme quand on est à l'origine des choses. Il n'y a pas d'autre mot, pionnière, ça suffit, non? Ouais, si, c'est un mot qui... Bon, c'est pareil, il me reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais vraiment, c'est ça. En général, quand on démarre quelque chose, c'est pas forcément nous qui sommes, on va dire, mis en avant. Et il faut un peu essuyer les plâtres. Bien Mais sûr. c'est vrai que finalement, moi, c'est une fierté d'avoir démarré les choses, même si on ne sait pas où ça va et même si on prend un risque. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure? Alors, c'était mon attaché presse de l'époque qui me dit, écoute, il y a une émission, je sais que tu aimes les animaux. Bon, je sais que tu n'aimes pas forcément la vie en communauté, mais justement, c'est un challenge. Et tout simplement, il m'en a parlé et j'ai passé le casting, hein, comme tout le monde. Et ça a marché tout de suite. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce que c'était difficile, mais oui, ils m'ont prise de suite. Voilà. Alors, il y avait aussi Daniel Gilbert, qui faisait son retour à l'époque à la télévision, parce qu'elle avait été éliminée par Mitterrand en 81, et ça a été le drame de sa vie. Il y avait Massimo Gargia, Oui. mondain, se retrouver dans une ferme, ça devait être surréaliste pour lui. Ah il était décalé et il faisait pas grand-chose. Hein. Non, On était un peu ses esclaves. Hein. Et Daniel Gilbert? Et Danielle, elle était adorable. En plus, elle mettait vraiment la main à la pâte. Elle, c'était une vraie motivée. Elle adore les animaux. Donc, non, elle, ça s'est bien passé. Il y avait aussi Maxime, qui est devenu comédien. Et il joue en ce moment dans un spectacle dont Sud Radio est partenaire, qui s'appelle Qui va à la chasse perd sa place, au Théâtre Edgar. Ah, parfait, ça. Parce que lui, il a complètement arrêté les shows humoristiques, je crois. Et oui, il était à l'époque en one man. Exactement. Exact. Alors, ça se passe bien. Bon, c'est difficile quand même à gérer ces semaines-là, non? Disons qu'une journée, on a l'impression que ça dure une semaine. Une semaine, on dirait que c'est un mois. Et du coup, moi, je suis restée 10 semaines. J'ai l'impression que je restais presque un an enfermée, en fait. C'est très long. Mais comment on fait pour tenir enfermé pendant... Moi, je me suis toujours posé la question. Moralement, c'est très difficile. Ah ça reste entre nous. Enfin, Ouais, et ceux qui écoutent. Ouais, ils sont nombreux. Mais il y a beaucoup quand même de personnes enfermées qui avaient fini par prendre des antidépresseurs parce Carrément. que c'était compliqué. Moi, j'avais que 23 ans, donc j'ai pas voulu céder à ça. Mais j'étais contente d'avoir un peu des gouttes homéopathiques pour lutter contre l'angoisse parce que c'est vraiment, on se sent plus soi. On a un rythme qui est géré par les caméras, qui est géré par l'éclairage de force à, je crois, 7 heures du matin, où d'un coup ça éclaire, même si on s'est endormi à 3-4 heures.
Enfin non, on se rend pas compte, c'était un rythme très intense. Vous n'imaginiez pas au début. Si, moi je m'attendais à ce que ça soit très dur, mais c'était au-delà de ce que je croyais. Vous avez fini 2e, ce qui est pas mal. Et oui, parce que j'ai tenu les 10 semaines, j'étais jusqu'au bout alors que j'ai été nominée 3 fois et qu'à chaque fois je me disais, c'est peut-être le moment de la libération. Et au final, le public me faisait rester. Oui, parce qu'il adorait vos répliques, ce qu'on appelle les évangélismes, est né dans cette émission. Et oui, les évangélismes, c'était Emmanuel, De Brandt. Oui, Emmanuel De Brandt, oui. Voilà, qui avait Mondain créé total, cette expression pour moi, le vrai mondain. Alors quand il est rentré, lui, qu'est-ce que ça a fait? Un souffle d'air pur dans la ferme, on a rigolé, je l'ai adoré. Et c'est vrai qu'il a créé cette expression qui est restée. Alors finalement, ces phrases, elles vous venaient spontanément, Évangélie? Ah bah oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Disons, quoi qu'il y en a certains qui me comparaient à deux proches. Des proches, Pierre Desproges. Voilà, Oui. parce que je ne l'ai pas vraiment connu, mais c'était les grosses têtes à l'époque qui m'avaient comparé à Pierre Desproges, donc Bouvard. Oui. J'étais assez flattée parce qu'après j'ai su qui c'était et mes phrases finalement elles n'étaient pas si naïves, elles étaient plutôt empreintes de poésie et d'humour. Oui, et en même temps, Pierre Desproges a été un journaliste au départ qui est devenu, grâce au petit rapporteur, un grand humoriste. Il a disparu à 50 ans, hélas, mais c'est l'un des maîtres de l'humour. Il a fait une série qui s'appelle Monsieur Cyclopède, qui est absolument géniale sur France 3. Oh dis donc, 50 ans, j'espère que c'est pas ce qui m'attend quand même. Non, je ne vous le souhaite pas. Oh. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est fabuleuse. C'est depuis que je suis blonde, je dis beaucoup de bêtises. Quand j'étais brune, j'en disais déjà pas mal. C'est de l'humour, ça. Quelque part, c'est du second degré. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'autodérision et les gens, certains pensaient que c'était à mes dépens et que j'étais le dindon de la farce. Oui. Mais en fait, j'ai toujours joué de ma propre naïveté, de ma propre ingénuité. Oui, de votre innocence. Voilà, mon côté ingénu, mon innocence. Ouais. Alors, c'est un esprit que vous aviez depuis toujours, finalement, cet esprit des évangélismes. Eh bien, je crois que je tiens ça de mon papa. Parce Ah bon qu'en fait, il a toujours été lui aussi très décalé et ses collègues souvent se moquaient de lui. Il est directeur commercial, je crois. Exactement, Ouais. il était très bon dans ce qu'il faisait, beaucoup de bagou. Mais à côté de ça, il pouvait sortir des grosses énormités, on ne le comprenait pas toujours. Et c'est vrai qu'à l'école, déjà, moi, on se moquait de moi parce que je sortais des trucs sans faire gaffe, en fait, sans tourner cette fois la langue dans ma bouche. Mais ça, c'est votre nature, de toute façon. Je pense. On ne peut pas lutter contre la génétique. Alors, il y a aussi ensuite une autre émission de télévision où vous avez été pionnière, c'est celle-ci. Je m'appelle Evangélie. La musique, c'est toute ma vie. Une bonne étoile m'a un jour donné la chance de pouvoir monter Alors, sur scène. je vais et de retrouver des réaliser articles de enfin- presse, mais assassins contre vous avec cette émission, La vraie vie d'Evangélie, en disant mais comment elle raconte sa vie privée, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, tout y est passé. Ah, mais je me rappelais pas parce qu'à l'époque, je devais pas trop lire. Oui, il va aller mieux. Ou pas ça, on va dire. Je lisais beaucoup de romans, mais je m'évadais. La presse, c'était la presse People, c'est Oui, ça? oui. Qu'on Oui. appelait avant la presse à sensation, vous voyez. Ouais, ou à scandale. Et People, d'ailleurs, Donc, c'est un mot, c'est le titre d'un journal aux États-Unis. On a totalement oublié, Ah. qui est un équivalent de Paris Match aux États-Unis des gens célèbres. Et le mot People est arrivé alors que c'était un journal très sérieux au départ. Ah, d'accord. People, c'était un journal. Qui existe toujours aux États-Unis et qui se vend à 500 000 exemplaires chaque semaine. Il n'a pas ramené que des bons, on va dire, des bons magazines, mais il faut faire avec quand on est People, justement. Alors justement, cette émission, en fait, c'était une version française de Simple Life avec Paris Hilton. Et au départ, sa sœur Nikki Hilton voulait faire cette émission, et puis elle a renoncé parce qu'elle était trop gênée de raconter sa vie. Ah, alors j'aurais aussi comparé ça à l'émission qu'avait faite Jessica Simpson, la chanteuse américaine. Tout à fait. Et je savais pas que Simple Life, c'était un peu hybride Simple Life, parce qu'il y avait un peu le côté ferme aussi, parce ouais. qu'elles étaient avec les animaux, tout ça. Donc, c'était un entre-deux, j'ai envie de dire, mon émission. Et comment vous êtes arrivé là-dedans? Parce que là aussi, vous avez été une pionnière de la télé-réalité. Le mot m'est pas revenu d'ailleurs, mais bon, on va garder pionnière. Hein. Précurseur. Précurseur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai souvent été précurseur et c'est pas toujours un avantage, puisqu'en effet, on peut avoir les critiques, comme vous en parliez tout à l'heure, du fait que c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, surtout en France, on a tendance à critiquer. Mais tout ça pour dire votre question. Vous êtes arrivé comment dans cette émission? Parce que là aussi, c'est un risque. Eh bien, en fait, j'étais en plus à l'époque chez Columbia, qui est quand même un super label. Et ils n'étaient pas trop pour que je le fasse, mais j'aimais beaucoup le producteur qui était du groupe M6. Et puis, je me suis dit, Jessica Simpson l'a fait, ça lui a quand même bien porté bonheur. Moi, c'était pas évident d'être jouée à l'époque en radio, parce que j'avais fait beaucoup de télé, notamment réalité. Enfin, beaucoup La Ferme, en fait, c'est tout, mais ça a suffi. Donc, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je persiste et signe. Et il y a eu 2 saisons, notamment une à Las Vegas, où vous êtes marié dans une chapelle, je crois.
Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Las Vegas, il y a une chapelle qui a été créée du cannabis, avec la législation du cannabis dans l'État du Nevada. Et on se marie là-dedans, dans une ambiance, je dirais, totalement détendue, sur des chansons de Bob Marley. C'est ce que j'allais dire, Bob Marley. Vous imaginez, Sympa. vous mariez au milieu du cannabis, c'est sympa. C'est original. Et puis il y a eu Splash, le grand Ah oui. plongeon. Oh Et là là, là. alors là, pardon, hein, vous avez même fini derrière Daniel Evenou. Dernière. Oui. Ah ouais, Ouais, je ne me rappelais pas. Derrière Daniel Evenou. Mais honnêtement, j'avais tellement hâte qu'on me fasse sortir de cette émission parce que c'était vraiment dangereux. Oui. Que pour moi, finir dernière, c'était finir première, je crois, parce que c'était hyper dangereux. Mais c'était quoi? Vous plongiez, là aussi, c'est un pari totalement fou. Mais c'est peut-être celui que j'aurais pas dû faire là pour le coup, parce que encore aujourd'hui, mais sérieusement c'est vrai, j'ai des problèmes de nuque. Je vais très régulièrement chez l'ostéo, qui me dit que j'ai eu le coup du lapin à l'époque, et un accident tel celui-ci, c'est pas anodin dans une vie. En vieillissant, on peut avoir des grosses séquelles, douleurs, oui. quoi. Hein, et c'est dommage. Et vous aviez accepté comme ça, on vous l'avait proposé, vous avez dit c'est rigolo. Non, j'ai dit j'ai peur, mais en fait, je pense que j'étais entourée à l'époque de personnes qui me disaient vas-y, vas-y, vas-y. Et du moment qu'il y avait de la notoriété à prendre et pourquoi pas de l'argent, c'était bien de le faire. Maintenant, avec le recul, je me dis, en réfléchissant seule, j'aurais pas dû, et l'argent et la notoriété, c'est pas tout, quoi. Voilà, c'est la vie. La santé, c'est mieux. Et ensuite, je sais que vous avez nagé dans d'autres eaux beaucoup plus calmes. On en parle avec une autre date, le 7 septembre 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Ève Angélie. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ève Angélie, l'événement, un nouvel album et un concert à Paris le 15 avril, et un autre événement qui s'est passé justement sur scène le 7 septembre 2010. Ce sont vos débuts au Petit Gymnase, dans un spectacle drôle malgré moi. Vous en souvenez? Ah oui, j'étais en train de réfléchir, mais oui. Alors c'est un spectacle, c'est votre premier seul en scène. Ah oui, et je l'avais fait juste avant ça au Festival d'Avignon. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'était... Waouh. Alors c'était plein, donc ça c'est génial, parce que c'est rare à Avignon de faire le plein chaque soir, tous les jours pendant un mois, mais qu'est-ce que c'était du stress. C'est là que j'ai vraiment connu ce que ça veut dire insomnie, quoi. C'était seul sur scène, quoi. Oui, en plus avec des gens qui rient dans la salle et d'autres qui viennent sans savoir et qui rient pas. Et jamais au même endroit. Voilà. Ça, on m'avait prévenu, on m'a dit attention, un soir cette vanne elle va marcher, un soir ça va être un gros bide. Il faut pas que tu sois décontenancé, continue, ne sois pas vexé. Et c'est pas facile. Hein. Et puis en plus, il fallait tracter dans la journée, non? Alors je l'ai fait un peu, mais comme c'était complet la veille, j'avais pas trop le faire le jour même, donc ça allait. Bon, c'était votre région de cœur, donc ça allait. Oui. Comment est venue cette idée de faire un seul en scène? Alors exactement, c'était suite à ma participation dans le Clan des divorcés, où j'avais un troisième rôle, Oui. au Palace à Paris, et ça m'a vraiment plu, ça m'a grisé. Je me suis dit j'aime le théâtre, mais je voulais pas attendre les propositions. Donc je me suis dit autant se servir soi-même, et c'est on va dire mon compagnon de l'époque, celui avec qui je vivais, qui m'a offert ce spectacle parce qu'il est aussi auteur, et on l'a écrit à deux en fait, on l'a coécrit. Il y a Laurent Ruquier quand même qui nous a aussi apporté une certaine critique. C'est pas ce qu'il a fait de mieux dans la vie. Il n'a pas fait grand-chose de mieux, de toute façon, c'est autre chose. Non, mais du coup, c'était quand même sympa qu'ils prennent le temps de venir me voir. Pour une fois, il a été sympa, c'est très bien. Et qu'ils Bon. fassent un petit débriefing. Alors, il se trouve que c'est étonnant ce spectacle parce que vous vous transformez en chansonnier dans ce spectacle. Notamment, vous imitez Olivia Ruiz, vous évoquez Christophe Maé, c'est quelque chose. Ah, mais j'ai adoré ça. C'était la partie en fait que je maîtrisais le mieux et où je m'éclatais. C'était la partie musicale où j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Ce qui était plus dur, c'était le stand-up. Oui, c'est-à-dire? Et le fait de faire vraiment des vannes qui paraissent naturelles sur l'actualité. Et ça marchait, mais c'est moins mon truc, parce qu'une fois de plus, quand ça rigole pas à l'endroit où on veut que ça rigole, c'est déstabilisant. Alors que les chansons, j'étais applaudie à chaque fin de chanson, donc Bien je me sûr. disais tout va bien, quoi. Je connais ça. Mais l'actualité, vous la suiviez à cette époque-là? Alors, franchement, de loin, j'avoue. Hein. Mais j'avais justement Michel Rostin, donc mon compagnon, qui lui s'y collait pour moi. Et puis les grandes lignes, je les connaissais, donc je savais de quoi je parlais quand même. Enfin, vous êtes quand même, quand on revoit les textes de cette époque, de ce spectacle, vous êtes quand même assez méchante. Vous avez dit d'Olivia Ruiz qu'elle a le look d'Esmeralda, mais la voix de sa chèvre. Ah oui, j'étais un peu méchante, j'avoue oublié. En plus, j'adore Olivia Ruiz, donc je pense que j'étais dans le décalé, dans le second degré, parce que qui aime bien châtie bien, là. Je l'adore. Oui, et puis les femmes chansonniers, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas tellement que ça en 2010 à l'époque. Ah non, pas trop.
Mais il y en a aujourd'hui? Ah, il y a des femmes, bien sûr, il y en a beaucoup au Lausanne, il y en a sur scène, il y a beaucoup de femmes qui font l'actualité et qui la suivent. En musique? Pas forcément en musique, mais en texte. Ah d'accord. Mais en musique, effectivement, vous êtes la seule dans le genre. Bah oui, et j'avoue que ça, je pourrais le refaire parce que ça m'a plu, mais pas du stand-up. Ça, je referai pas. En plus, le petit gymnase est une petite salle tranquille, en sous-sol, dans une cave. Ah oui. C'est assez agréable à vivre. Ah ça j'ai aimé, hein. Même si je suis claustro, mais on va dire dans la transcendance de la scène, on oublie toutes ses peurs et j'étais tellement transcendée que j'ai vu que la magie, parce qu'il y avait de la pierre, on se sentait bien dans cette salle. Alors, vous avez dit aussi dans ce spectacle que Dieu était une femme. Ah, bah, vous voyez, alors, j'ai tout oublié. Hein. Ouais. J'étais vraiment très motivée à l'époque. Hein. Oui, mais en plus, là aussi, la parité, le féminisme, on n'en parlait pas à l'époque. À l'époque, c'était nouveau. Ben, ça m'étonne pas alors, parce qu'encore aujourd'hui, je trouve que la place de la femme n'est pas du tout appropriée aux efforts qu'on fait depuis des années pour exister. Et ça devrait être naturel. On ne devrait pas avoir à batailler pour être les égaux, l'égal de l'homme, quoi. Vous avez beaucoup bataillé, Evangélie? Ah, mais encore aujourd'hui, hein. Sans arrêt? Ah, mais tout le temps. En fait, j'ai l'impression d'être une fainéante du Sud, mais en vérité, c'est parce que des fois, on n'a pas le choix, on en a assez de galérer. Donc, des fois, je me dis, je reste dans mon Sud et puis on viendra me chercher si on veut. Parce qu'au bout d'un moment, on rame, et puis ça mène pas toujours là où on veut. Donc, autant rester chez soi, on gagne du temps. On gagne du temps. Mais surtout, être une femme, est-ce que c'est plus compliqué, justement, de se battre face aux hommes? Je le ressens. Je le ressens parce que c'est pas évident d'avoir une place, on va dire, dans les médias. Moi, j'ai voulu faire de la télé en tant qu'animatrice et c'est vrai qu'on m'a rien proposé à part être co-animatrice de Strip Poker ou enfin voilà, ça volait jamais très haut et je suis contente qu'il y ait quand même des chaînes qui commencent à laisser la place. Je vois Élodie Gossuin qui est d'ailleurs une collègue de la ferme, hein, Oui. qui enfin, elle, peut driver une émission et je dis bravo parce qu'elle en a largement les capacités et c'est pas la seule. Et vous en auriez envie aujourd'hui de recommencer ce genre d'exercice? Plutôt le cinéma quand même. Plutôt le C'est cinéma. vrai que la télé, je crois que j'ai fait une croix un petit peu dessus, j'ai fait le tour. Mais le cinéma, j'ai jamais eu de chance et j'aime les nouveautés. Puis alors, il y a une pièce quand même étonnante que vous avez jouée en tournée, dans un registre très différent, Evangélie, c'est les montagnes russes. Ah oui, ça c'était plein d'émotions. Comment c'est venu ça? Alors ça, c'était Bernard Ménez, en fait, qui m'a contactée. Et surtout, j'ai passé le casting auprès de l'auteur, hein, quand même, Éric Assous. qui n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Et il a pleuré. Et en fait, quand on a fait la lecture, on a pleuré aussi en jouant, hein, Bernard et moi, et ça a fait pleurer donc Éric. Et du coup, bah, c'était évident qu'il allait nous choisir et j'ai été ravie. C'était une pièce qui passait du rire aux larmes. Et bravo pour son talent d'écriture. Très belle pièce. Et c'est une pièce qui avait été créée à Paris, à Marigny, par Alain Delon quand même, et par Astrid Veillon. Et moi, je me souviens de Delon qui m'avait dit, chaque fois que je rentre en scène, j'ai la niaque et je me dis, le public, je vais le bouffer. Wow. On ressent ça quand on rentre en scène dans une pièce de ce genre. Oui, parce que la femme, en plus, dans cette pièce, a vraiment un rôle important, parce que c'est elle qui fait basculer le côté comique au côté très triste. Donc il faut savoir d'un coup embarquer le public qui n'a fait que rigoler pendant 1 heure dans une émotion diamétralement opposée qui est le pleur. Et des fois, ça passe, et puis des fois, c'est pas évident. Donc il faut bouffer le public, entre guillemets, parce que non, on l'emmène pas où on veut, quoi. Voilà. En même temps, pour vous, c'était un exercice nouveau, et il aurait pu continuer parce que ça a marché. Oui, alors oui. Et il peut encore continuer, mais j'ai pas, comment dire, c'est ce que je disais, j'ai pas la volonté de continuer à ramer, à dire j'existe. Donc il faut que les gens pensent à moi et je sais que je suis pas à Paris, je sais toutes ces choses-là, donc ça peut continuer, mais peut-être que je m'en donne plus assez les moyens. Oui, en tout cas, vous vous donnez bien les moyens pour faire des choses surprenantes, comme cette chanson. Alors là, c'est J'irai au bois, et vous avez pris un pseudonyme, Lovina. Bravo, parce que celle-là, presque personne l'a su. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors j'étais chez Columbia à l'époque, et les radios voulaient plus trop me jouer. Donc on a dit, on va faire un titre qui n'est pas signé Evangélie, et on va trafiquer la voix. Manque de bol, il y a plein de radios qui ont adoré le titre, qui l'ont rentré en airplay à fond. Et certains ont reconnu ma voix malgré tout. Quand même. Et du moment que ça s'est su, ils m'ont retiré de l'airplay. Incroyable. Vous voyez, quand je dis que c'est difficile, hein, c'est que j'ai vraiment ramé, parce qu'en fait, j'ai jamais compris pourquoi la Evangélie, qui a été multidiffusée avec Avant de partir sur toutes les radios, est devenue d'un coup blacklistée de la musique. Juste quoi. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est votre image? Vous n'avez jamais compris? Jamais. Il n'y a peut-être aucune raison d'ailleurs. Il y a toujours une raison, je pense, mais je ne l'ai pas connue. En tout cas, cette chanson était résolument coquine. Aujourd'hui, elle ferait scandale avec les réseaux sociaux. Le clip était sympa aussi d'ailleurs. Oui, oui, C'était un petit personnage blond, très sexy, le chaperon rouge en fait. Oui. Et le grand méchant loup, donc il y avait un côté très sexy. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien n'est trash, on a tellement tout fait. Oui. C'est triste. Écoutez, mais remarquez, il est arrivé la même chose à Sheila quand elle a fait Be Devotion. Personne n'a reconnu à la radio que c'était sa voix, et c'est un auditeur qui a téléphoné à RTL en disant c'est Sheila. Oh. Et c'est l'auditeur qui a fait comprendre aux directions des radios que Be Devotion c'était Sheila. Et ils l'ont retiré ou ils l'ont joué? Non, ils quand l'ont même joué, c'était un grand succès, mais Oh. c'était Sheila. Eh ouais, c'était une époque où bon. C'était une époque beaucoup plus simple. Mais faut pas vous décourager, peut-être que tout ce que vous avez fait, ça peut revenir un jour. La musique, j'aimerais, d'où cet album Je s'aime. On va en parler. Alors, il y a eu d'autres choses. Vous avez été la marraine justement du salon de l'érotisme. Oui, ça a suivi à peu près. C'était quand d'ailleurs? C'était à peu près à cette époque-là. Ouais, c'était à peu Ouais. près la même époque. Et puis, il y avait à l'époque ce salon de l'érotisme, et l'origine de cette manifestation, en fait, c'est le salon du sexe de Copenhague en 69, et qui diffusait des productions pornographiques scandinaves qui étaient totalement interdites dans les autres pays. Ah d'accord. C'est comme ça que c'est né. Ah, je savais pas du tout. Et puis, alors, vous avez posé nu, mais pour la bonne cause. Je crois que c'est pour un calendrier et dont les bénéfices ont été reversés à PETA. Ça, pour vous, c'est très important, Évangélie. Eh oui, People for Ethic Treatment of Animals. Voilà. C'est américain à la base, mais il y a beaucoup de personnalités qui ont contribué aussi. Moi, c'était pour dire je préfère être nue que de porter de la fourrure. Et cette association, au départ, tout le monde riait en la voyant, ça ne marchait pas du tout. Il a fallu des années pour que ça fonctionne et qu'on se rende compte, effectivement, qu'il y avait un problème. Et oui, parce que on va dire la maltraitance animale est réelle. Et il faut savoir qu'on dépeçait les animaux entièrement vivants et agonisants jusqu'à leur dernier souffle. On ne les achevait pas, hein. On arrachait la peau alors qu'ils étaient vivants pour que le poil soit plus beau et que la fourrure soit plus belle. C'est hallucinant. Et ça, les gens ne le savaient pas. Hein. Moi, la première. Hein. Et comment vous êtes arrivé là-dedans ? Alors, c'est suite à la ferme, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu mon amour pour les animaux et aussi mon côté sexy naturel, on va dire un peu à la Bardot. Et du coup, ça m'a plus jamais quitté, l'association avec les animaux, déjà parce que je les aime depuis que je suis née, comme la musique. Hein. Oui. Et aujourd'hui, je suis toujours auprès de défense de l'animal pour lutter, on va dire, cette fois contre l'abandon, puisque c'est chaque année plus de 200 000 animaux qui sont abandonnés dans plein de refuges en France et il n'y a pas assez d'adoption en fait. Et ça, il faut se battre. Comment vous battez là-dessus ? Eh bien, tout simplement, déjà, en parlant de défense de l'animal, allez sur leur site, défensedeanimal.fr. On peut voir tous les refuges. Il y en a quand même plus de 260. C'est le plus grand réseau on va dire, de refuges en France. Ouais. Et ils font aussi tout ce qui est protection animale. Donc, on est là vraiment, tous les fonds qui sont reversés sont là pour le bien-être des animaux en refuge, pour leur apporter les soins, la stérilisation, la nourriture, les locaux. Et croyez-moi qu'avec la crise et tout ce qui s'est passé, ils en ont besoin. Et vous allez quelquefois dans ces locaux, dans ces lieux ? Oui, d'ailleurs, j'y suis allée pour une journée porte ouverte. Je suis allée aussi pour aider les bénévoles à Valence. Et ça permet aux gens déjà de devenir un petit peu plus nombreux adopter. Il y a aussi eu les gamelles du cœur. Et c'était aussi avec Défense Animale, d'ailleurs, les gamelles du cœur. Là, c'était justement pour aider les animaux. Et il y a eu aussi le jury de Wouf, quel chien sera à la hauteur. Ça, c'est une chose étonnante. Alors moi, j'ai bien aimé l'émission, mais une fois de plus, c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est que c'était toujours des émissions un peu décalées qu'on m'a proposées. C'était jamais bien sérieux. Mais j'adore tellement les animaux que c'était marrant à faire quand même. C'était, je crois, des épreuves de dressage d'animaux. Il fallait juger. Voilà, exactement. Il y avait plein d'épreuves, notamment, je me rappelle d'une où le maître devait mettre une couverture sur son chien et c'était le chien qui arrivait à rester sous la couverture le plus longtemps qui gagnait parce que c'est un signe de confiance extrême. Oui. J'ai essayé sur mes chiens, ça ne marche pas. On leur met la couverture dessus, au bout de 2 secondes, ils partent. Donc c'est vraiment pas simple. Vous avez beaucoup de chiens ? J'en ai eu à une époque jusqu'à 3 en même temps et là j'en ai plus qu'un. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. En même temps, les chiens ont toujours fait partie de votre vie depuis l'enfance ? Alors, j'aurais aimé encore plus que ça, parce que ma maman était plus chat, et c'est moi qui luttais pour avoir des chiens. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours eu autant de chiens que ce que je voulais, même si j'en ai eu. Hein, c'est sûr, j'ai eu des caniches, j'ai eu des labradors, mais j'en aurais aimé encore plus. En tout cas, vous êtes donné un mal de chien pour votre retour, le 15 avril 2023. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Évangélie.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ève Angély. Donc on a parlé de votre passé, de la ferme célébrité, de vos premiers succès, de votre amour des animaux. Et le 15 avril 2023, enfin, le retour sur scène à Paris avec un concert au Théâtre des Étoiles. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur scène à Paris. Et oui, je ne saurais même pas vous dire quand. Je sais que j'avais fait la première partie de Dubosc à l'Olympia. Oui. Très beau souvenir. Mais à part ça, j'ai pas de souvenir. Et pourquoi alors avoir attendu aussi longtemps et pourquoi ce retour? C'est les rencontres, pour être honnête. Parce qu'en fait, le producteur de cette soirée, je l'avais rencontré à Soupe en Seine, qui est associatif à Lyon, pour aider les sans-refuge, Oui. les SDF à manger l'hiver, au plus froid de l'hiver. Et comme j'ai fait ce geste humain, il m'a dit « J'ai envie de t'aider parce que j'aime ta musique, j'aime ton nouvel album », puisque j'avais chanté une chanson de mon nouvel album « Je s'aime ». « Je s'aime » justement, elle s'appelle. Et il m'a dit « Je vais te produire une date à Paris ». Mais moi, je ne vous avoue sincèrement, ça n'a jamais été une volonté de ma part parce que déjà, je suis une artiste provinciale. Oui. Je l'assume, je le revendique. C'est pas que je n'aime pas le public parisien, c'est qu'en général, c'est peut-être le public parisien qui m'aime pas. C'est l'impression que j'ai. Bah écoutez, finalement, quand vous avez fait de la scène, ça a marché plutôt. À Paris ? Partout, mais le théâtre, il y a eu un peu de monde. Ah oui, ça par contre c'était plein, mais je pense pas que c'était dû à moi en toute humilité. La pièce Le Clan des Divorcés, c'est la Rolls-Royce, mais c'est vrai qu'ils m'ont bien aimé dedans quand même. Alors peut-être je me fais une fausse idée, j'aurai ma réponse le 15 avril. Le Théâtre des Étoiles, c'est pas l'Olympia quand même. Non, C'est une petite salle. C'est une jolie petite salle de 500 places à peu près. Ambiance à l'ancienne, vous savez, très voûtée aussi, la cave, là c'est très mignon. Un peu comme le petit gymnase. Un Finalement. petit peu, j'aime ce genre d'esprit en pierre ancien. Et ce nouvel album, bah justement, il y a cette chanson que vous avez citée, Je s'aime. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu saimes? Est-ce que tu sèmes de la haine? Dis-moi quel est ton emblème? Je te chanterai mes poèmes. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu saimes? Alors ce nouvel album, il est né quand finalement? Et comment? Alors il est né pendant le confinement. Comme tout le monde. Je s'aime, en fait, je l'ai écrit à la fin du premier confinement, où enfin on nous disait qu'on pouvait quitter les frontières européennes. Et j'étais allée en moto en Italie avec mon mari. Et en revenant d'Italie, je me sentais libre, je me sentais régénérée. Et du coup, sur ce trajet retour, sur la moto, on va dire, dans mon casque, j'ai créé Je s'aime. Et sur la première heure où on s'est arrêté, j'ai pris mon dictaphone et tout est sorti. La mélodie, les paroles, tout d'un coup. Mais comment ça s'explique? Un accouchement. Ça s'explique que je pense que j'ai accumulé, comme beaucoup de gens, beaucoup de stress pendant le confinement. Beaucoup d'incertitudes et en fait j'ai eu besoin de me libérer. Et c'est vrai que la musique pour moi ça a toujours été un moyen d'exorciser mes peurs et mon stress et mes angoisses. Donc là j'ai enfin exulté tout ça et ça m'a fait du bien. Et tout l'album, il est vraiment dans une volonté de bien-être, une volonté de sérénité, de m'apaiser. Et du coup les gens qui l'écoutent, je sais que ça les apaise aussi dans des moments durs de la vie. Voilà. Alors vous n'avez pas fait d'album depuis très longtemps. D'album où en plus j'ai écrit les paroles, c'est rare. Oui. Et sinon j'en avais fait un il y a 3 ans, mais c'était des reprises essentiellement d'amour. Donc, que vraiment j'ai créé comme ça de A à Z, c'est quasiment une première. Voilà. Et vous aviez envie de refaire un album ou c'est ce confinement qui vous a donné l'envie? Ah, bonne question. Je pense que le confinement m'a redonné envie parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même une nature un peu maintenant... j'ai fait mes preuves, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je reste un peu en recul. Voilà, je me suis mise un peu comme ça en retrait de ce milieu. Et pareil pour la musique, à part les concerts. C'est les concerts, je n'ai jamais arrêté, j'aime ça, j'arrêterai jamais. Mais je pensais pas créer un nouvel album, pas du tout. Et puis ça m'a donné envie de me dire recentre-toi sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel pour toi? Parce qu'à force de nous répéter ce n'est pas essentiel, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas essentiel, je dis ok, c'est quoi l'essentiel? Pour moi, c'est la musique, c'est créer, c'est faire plaisir aux gens. Voilà. Et en même temps, Ève Angély qu'on connaît est devenue Ève justement sans Angély pour mener une vie beaucoup plus discrète. C'est une décision formelle. Ah oui, je suis heureuse dans mon petit monde, dans mon petit univers. Et c'est vrai, c'est cliché, mais pour vivre heureux, vivons cachés, moi j'en suis persuadée, parce que j'ai connu la médiatisation et j'ai vu ses travers. Et de toute façon, j'ai jamais vécu à Paris aussi, peut-être pour ça, c'est que je voulais me préserver des médias dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que vous avez beaucoup semé, et pas mal récolté, et récolté pas mal d'ennuis. J'ai récolté beaucoup de médisances, beaucoup de bave de crapaud. Faut le digérer, ça fait mal. Alors, je pensais que j'étais forte, je pensais vraiment que ça ne m'atteindrait pas. Comme on dit, ça n'atteint pas la blanche colombe. Mais des fois, les traumatismes,
peuvent se réveiller longtemps après. Et je pense quand même que ça m'a beaucoup atteinte, plus que je le croyais. J'ai pas fait de dépression parce que je suis quelqu'un qui va de l'avant quand même et qui fait en sorte de toujours aimer la vie. Voilà. Et la vie, justement, vous la chantez, ma vie entre mes mains. Ma vie entre mes mains, c'est cela que je tiens, un rêve sans fin. Ma vie entre tes mains. Là aussi, c'est né spontanément une envie de raconter tel que vous étiez. Alors celle-là, en fait, j'avoue, on me l'a offerte, mais elle tombait pile poil avec ce que je ressentais, c'est que souvent, j'ai pas toujours eu la vie que je voulais, c'est-à-dire j'avais l'impression de pas toujours tenir les rênes de ma vie, de me laisser un peu influencer et pas toujours du coup prendre les bonnes décisions. Maintenant, j'ai 40 ans passés. Et du coup, je me dis, s'il y a un moment où il faut que je sache ce que je veux et l'assumer, c'est maintenant. Et cette chanson, du coup, quand on me l'a proposée, j'ai dit à banco, quoi. Alors, il se trouve que j'ai vu une déclaration où vous avez dit, on ne m'appellera plus Évangélie, mais Ève. Ouais, ça c'était rigolo, mais en fait, pour les concerts, je garde quand même Evangélie. Ah oui. Je pense que c'était une manière de dire arrêtez avec les évangélismes, c'est bon, quoi. Voilà. Et Ève, d'ailleurs, on a oublié, c'est un film au départ de Joseph Mankiewicz qui a eu 5 Oscars en 1951 et qui a eu le prix du jury et la meilleure actrice à Cannes et qui a eu un Golden Globe. Vous le connaissez, ce film? Avec Bette Davis? Regardez-le, ça s'appelle Ève. C'est américain? C'est américain, oui, c'est un film américain. C'est marrant. Et c'est un film, c'est un classique du cinéma. Quelle année? 1951. Ah oui, non, je connais pas. Ouais, non, mais regardez un jour sur Internet. C'est pas en noir et blanc, rassurez-moi. C'est en noir et blanc. Ah, j'ai du mal avec le noir et blanc. Ah ouais, mais le film est fabuleux. Ah, je regarderai alors. Alors finalement, puisque vous êtes Ève, vous auriez pu donner votre concert à la Nouvelle Ève, ça aurait pu se faire. J'espère vraiment un jour le faire. C'est une très belle salle, on en parle souvent. Et c'est vrai que bon, c'est un peu plus grand là, je crois quand même. Oui, c'est un peu plus grand. Mm. Alors, il y a justement cette image que vous chantez en racontant la vraie Ève, et la chanson, c'est Derrière mon image. Derrière mon image, je ne suis que de passage. Se cache toute une vie. Non, je ne viens pas d'ici. Je me retrouve perdue parmi vous toutes nues. Est-ce que c'est une autoconfession, cette chanson, Elle Évangélie? est vraiment belle en tout cas. C'est vrai que celle-là, c'est l'auteur d'Hélène, vous savez, Hélène de Roquevoisine, Oui. qui me l'a écrite, Stéphane Le Sarr, le Québécois. Hein. Et pareil, je me suis reconnue dans les paroles parce qu'on croit toujours, quand on est médiatisé, que ce qu'on voit, c'est la vérité. Oui. Et puis, en fait, des fois, on est totalement l'inverse. Moi, on m'a collé l'étiquette de la fille exubérante qui dit souvent des âneries. Au final, Oui. je pense être plutôt introvertie et plutôt réservée et réfléchie parce que même si je suis spontanée, je me pose beaucoup de questions. Donc, derrière mon image, c'est vrai que c'est tout à fait ressenti et vécu. Vous vous sentez libéré, délivré aujourd'hui, comme dans la chanson? Libéré, délivré. J'ai encore du boulot. J'ai même vu une psychologue il n'y a pas longtemps, vous voyez. Je fais comme Lucchini. Alors, je ne suis pas en constante thérapie, mais en tout cas, j'aime me remettre en question. Et je ne peux pas dire que je suis entièrement libérée, délivrée. J'ai encore beaucoup de peur, mais j'y travaille et la musique m'y aide. Et puis il y a quelque chose que vous aimez par-dessus tout, vous le chantez, on fait ronron, les chars. Mets du verre dans ta vie. Les revers, les défis sont longs. On connaît la chanson. Votre voix n'a pas changé, votre style non plus finalement, c'est du pur Évangélie. Alors c'est vrai, j'ai pris encore un peu plus de coffre, j'avoue. Et j'aime beaucoup la chanson Couleur du cœur. Vous l'avez prévue ou pas, celle-là? Non, je l'ai pas prévu celle-là. Oh, elle est belle pourtant. Bah, les auditeurs et auditrices écouteront l'album. Ah oui, il faut enfin. qu'ils aillent écouter Couleur du cœur aussi. Mais ronron, j'y ai pensé parce que je sais que vous aimez les chats. Et aussi un côté écolo, regardez bien. Oui. Mets du vert dans ta vie. C'est vrai que je suis assez écolo dans l'âme. Vous l'avez toujours été, Oui, toujours. bien avant qu'on en parle. J'ai toujours fait, ah oui, très attention. C'est comme j'ai toujours eu conscience de la fin des choses. Je me dis, la mort, c'est pas que pour l'humain, c'est aussi la mort de la planète. Je veux dire, donc la végétation, faire attention.
à tout ce qui nous entoure, quoi, pas juste à nous, à notre nombril. Donc oui, j'ai toujours eu cette peur aussi de la fin de chaque chose et de la planète. Ouais. Et les chats, alors, c'est vraiment aussi une passion. Vous aimez presque plus les chats quelquefois que certains hommes. Les animaux, de manière générale. Et c'est vrai que les chats, avec ce côté on fait ronron, c'est vraiment pour dire que la ronron-thérapie, on connaît tous ça. On devrait tous, en fait, être plus détendus, être moins agressifs les uns envers les autres et montrer plus notre côté chat ronronnant que chat prêt à griffer, quoi. Alors, justement, plus de griffes aujourd'hui et vous avez une nouvelle vie et vous la chantez. J'ai rencontré j'adore celle-là l'homme de aussi. ma ville, m'a aimé telle que je suis. Je ne suis plus la même aujourd'hui. J'ai fui le mauvais sort, je suis zen. Quand je m'endors, j'adore sentir ses mains sur mon corps. Alors là aussi, c'est une nouvelle vie, c'est autobiographique pratiquement, Evangélie. Ah là, c'est carrément autobiographique. Hein. Et celle-ci, on me l'a offerte également. Je le remercie beaucoup. Michel, il s'appelle. Michel Albert. Et c'est vraiment une chanson qui a été écrite pour moi, dans le sens où il a vu tout ce que j'avais vécu et il s'est inspiré de celle que j'étais et celle que je suis aujourd'hui pour l'écrire. Et il a bien compris. Et aujourd'hui, vous vivez tranquillement en Provence, loin des médias. Ah oui, moi c'est vraiment ça, c'est ma nouvelle vie. C'est plus que jamais, en fait, me dire qu'est-ce qui est important dans la vie. Pour moi, sincèrement, c'est le bonheur, tout simplement, c'est la joie et les choses simples. Donc la vraie vie, pour moi, c'est ça, c'est pas le surfait, c'est pas le stress, les paillettes. Voilà. En même temps, cette vie, elle est beaucoup plus tranquille qu'autant où vous couriez d'un studio à l'autre. Ah mais carrément, là je me sens prête à me poser, à avoir un bébé, à avoir une vie plus, on va dire, traditionnelle. Qu'à l'époque, c'était pas mon cas. À l'époque, je voulais vraiment briller, j'avais envie de tout sauf d'avoir une vie de famille équilibrée, quoi. Et la vie de famille aussi, elle est totalement équilibrée. Vous voudriez avoir un bébé et vous êtes déjà grand-mère. Et oui, j'ai été grand-mère avant d'être mère. Moi, je fais rien comme tout le monde. Ouais. C'est vrai. C'est vrai énorme. C'est énorme, c'est comme ça. Hein. J'ai été grand-mère une première fois et là, j'attends le petit ou la petite deuxième. Voilà. Il se trouve un écrivain qui a été président de l'Académie Goncourt, Hervé Bazin, a eu un enfant à 80 ans. Ce qui fait que l'enfant à 80 ans, quand il était né, il était déjà grand-oncle à sa naissance. Ah mais c'est ça. Moi d'ailleurs, si j'ai un enfant, il sera plus jeune que son... Comment on appelle je m'embrouille du coup, mais en fait, il y avait un truc pas logique. Si moi j'ai un enfant, il sera plus jeune que... Que le petit-fils. Oui, voilà. Exactement. Vous vous rendez compte, c'est quand même fou la vie. Et puis, il y a une chanson aussi qui était étonnante dans cet album, c'est « Alors je prie ». Alors je prie, mais pour qui? Chacun sa voix, n'importe quoi, et j'oublie. Alors je prie, vous priez, et qu'est-ce que c'est que cette chanson? Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un de spirituel. Hein. Je ne vais pas dire catholique, bouddhiste, même si mon cœur balance entre les deux. C'est pas trop le côté religion, c'est le côté foi. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, heureusement d'ailleurs, qui était supérieur à nous quelque part, et c'est rassurant pour moi. Après, j'ai pas de preuves, comme tout le monde, mais en tout cas, je pense que dans la vie, quand on se perd, on a besoin de se raccrocher à des comment appeler ça, des images, des figures qui nous rassurent. Et cette chanson, elle est vraiment, vraiment très belle. C'est aussi Stéphane Le Sart qui l'a écrite. Et elle parle de manière générale aussi de ne pas croire tout ce que les médias nous disent. On est souvent manipulé, tout ça en fait, sans tomber dans le complotisme. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là aussi sur tout ce qu'on veut nous faire croire. Ah, du recul et aller de l'avant, parce que cet album et ce concert, c'est le point de départ peut-être d'autre chose, Evangélie. Mais j'espère, parce que même si je dis que je suis bien dans mon sud, je suis quand même heureuse de partager ma passion. Et le nouveau départ, ça serait tout simplement de revenir, puisqu'on dit que la vie est un éternel recommencement. Et je pense que oui, 20 ans après mes débuts, le cycle peut se remettre en route pour la chanteuse. Et ce cycle commence au Théâtre des Étoiles le 15 avril et avec ce nouvel album. Donc à très bientôt, Evangélie. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.